Paris 1919. L'Arc de Triomphe a vu le plus beau des défilés, le défilé de la victoire. Mais l'aviation a été oubliée, une injustice. Alors le sergent-pilote Charles Godefroy décide un geste insensé, passer avec son chasseur un Nieuport sous l'Arche. Et il réussit. Et cet avion, que les Londoniens éberlués voient un jour passer sous le pont de la Tour. Qui? Pourquoi? Et Védrine, un de nos aviateurs les plus populaires, l'as des missions spéciales pendant la guerre. Voici qu'il atterrit sur le toit d'un grand magasin parisien. Ils rêvent tous à ses exploits, les pilotes. Ils n'ont plus que ça comme rêve. La guerre est finie, finie aussi la gloire en plein ciel. Demi-solde d'un nouvel âge, ils ne savent faire qu'une chose, voler. Alors, partout dans le monde, mais surtout ici en Amérique, ils vont de ville en village, risquer leur vie au-dessus de publics souvent clairsemés, ou devant des opérateurs d'actualité toujours plus exigeants. Voilà ce qu'ils étaient devenus, les aviateurs. Comme disent les Américains, c'est dur de gagner $1. Le lendemain de ces prises de vue, ces deux acrobates, Locklear et Elliott, n'arrivent pas à attraper l'aile de leur avion et s'écrasent au sol. Et pourtant, ça n'est pas suffisant. Le public en réclame des émotions fortes. La guerre n'est plus là pour leur en fournir. Les femmes s'y mettent. Ma belle Cody, elle tente de passer d'une voiture de course à un avion. Va-t-elle y arriver? Attention aux roues. Liliane Boyer, elle, fait reculer les bornes de l'audace ou de l'inconscience. À la fin, on en arrive à la folie pure. Se précipiter avec son avion droit dans une maison. Sans trucage. Les morts étaient vraiment morts. Pourquoi? Frank Thalmann est peut-être le dernier et le seul survivant de ces fous. Pendant des années, pour le cinéma, il a recréé ces cascades aériennes si dangereuses. Il en a toujours réchappé, en y perdant une jambe pourtant. Et son meilleur ami, le plus grand de ses pilotes de cinéma, Paul Mantz, y a laissé sa vie. C'est vrai que je suis le dernier survivant, dit Frank Thalmann. Le dernier à faire ce genre de métier. Le public aime ça, ça l'excite. J'espère beaucoup plus que l'on se souviendra de moi, non pas pour avoir démoli des avions, mais pour les avoir préservés. Dans ses hangars, près de Hollywood, Thalmann maintient en état de vol toutes sortes d'avions des temps héroïques. Car le cinéma, dès ses débuts, a été friand des aventures aériennes. Combien de films sur les premiers héros du ciel, sur les pilotes de la guerre. Souvenez-vous, les anges de l'enfer, seuls les anges ont des ailes, la patrouille de l'aube.
Les plus beaux de ces films ont été réalisés par cet homme, Howard Hawks, que nous avons rencontré dans sa retraite de Californie. Pour lui, dès le premier moment, entre le cinéma et l'aviation, ce fut le coup de foudre. I think so. Also, it was new. C'est vrai, dit Hawks, et surtout parce que c'était nouveau. Le cinéma se précipite toujours vers ce qui est nouveau. Venture, of any kind. I enjoyed flying. Moi, j'ai passionnément aimé voler. J'ai possédé 15 ou 20 avions dans ma vie. J'en ai construit 2 ou 3 moi-même. Et j'ai participé à des courses. J'en ai même gagné quelques-unes. Ces courses, c'étaient les extraordinaires poursuites de bolides autour de pylônes qu'on organise dès 1919. Howard Hawks y amena son ami William Faulkner, qui écrivit alors un de ses chefs-d'œuvre, Pylône, où il racontait cette terrifiante expérience. Après les chasseurs, les bombardiers. Ces énormes avions, faits pour parcourir de longues distances, sont eux aussi sans emploi. Alors naît une autre idée, aussi folle. Traverser l'Atlantique. Oui, dès 1919, avec ces monstres de toile et de bois, voilà qu'on songe à l'océan. Comment? L'historien de l'aviation, Edmond Petit, répond. Alors, il y a plusieurs façons de traverser l'Atlantique. L'idéal, c'est ce qu'on appelle l'orthodromie, c'est-à-dire l'arc de grand cercle, 5600 km. La sécurité, c'est de passer par les Açores et de revenir sur Lisbonne. Là, 6400 km. Une autre sécurité, c'est de quitter la Terre le moins possible, c'est-à-dire le Groenland, l'Islande, l'Irlande, 6800 km. C'est la route que veulent prendre 2 Anglais, le pilote John Alcock à gauche et le navigateur Arthur Brown à droite. Leur appareil, un bombardier, le Vickers Vimy, 6 tonnes, 2300 litres d'essence, 2 moteurs Rolls-Royce 360 chevaux, une des premières radios. Le 14 juin 1919, Alcock et Brown décollent de Terre-Neuve. Tout de suite, ils se heurtent à leur pire ennemi. Le mauvais temps, un mauvais temps terrible. Et ils se retrouvent au ras des flots. Et à ce moment-là, la radio tombe en panne. Alors, ils ont essayé de passer au-dessus de la couche pour faire des visées et ils ont continué au sextant. Sur une traversée de 16h12, ils sont restés 12h57 au-dessus de l'eau. Et presque tout le temps en pilotage sans visibilité. Voilà comment ils arrivent, à bout de souffle, en Irlande. Ils ont cassé l'avion, mais l'Atlantique a été vaincu. En 1919, l'exploit a bel et bien été réalisé. Personne ne s'en souvient aujourd'hui, même si, pendant ce bref été, Alcock et Brown ont été les hommes les plus célèbres d'Angleterre. Le secrétaire à la Défense, Winston Churchill, leur remet le prix de 10 000 livres offert par le Daily Mail. Ensuite, John Alcock va exhiber fièrement un sac de 197 lettres amenées d'Amérique en Europe. Une affaire en or pour les collectionneurs. Mais surtout, une nouvelle idée. Transporter du courrier. Dès les premiers mois de 1919, l'aviation militaire britannique organise un véritable service postal sur Paris-Londres, avec des De Havilland DH4. Là encore, il s'agit d'abord d'utiliser les hommes et les avions. Le succès est immédiat et les postes anglaises prennent vite le relais. Aux États-Unis, William Boeing, 40 ans, qui s'affirme déjà comme un grand constructeur d'avions, crée une ligne le long de la côte du Pacifique. Tous ces premiers exploits et ces services réguliers de poste, voilà qui devaient amener aussitôt une autre idée, transporter des passagers. Mais le public est-il prêt à monter dans les avions? Pas tout à fait. Il faudra attendre quelques années avant que le public dise « je prends l'avion ». Il faudra encore attendre. Et c'est pour ça qu'il se crée des comités de propagande. Que voit-on sur cette affiche? Eh bien, on voit un bourgeois de l'époque qui regarde les avions. Et il se demande quelle attitude il va prendre vis-à-vis des avions. Et le fantôme de Joseph Prudhomme, le bourgeois de 1842, rétrograde aux idées préconçues, qui lui dit « mais moi non plus, moi en 1842, je ne croyais pas au chemin de fer ». Il faut commencer doucement, faire admettre au public que c'est possible, tout simplement.
Alors naît ici au Bourget, dès 1919, une compagnie de vol à la demande et de baptême de l'air, la Compagnie aérienne française, avec Jeanne Fontaine, la première hôtesse de l'air. Son travail était difficile. Il consistait d'abord et avant tout à convaincre les passagers de monter dans l'avion. On les poussait un petit peu, et puis alors on les faisait monter, malgré qu'ils avaient bien la frousse. Ils montaient quand même. Il fallait qu'ils montent. Alors le pilote, il était devant. Je montais quelquefois avec, aussi des fois avec le pilote. Et je regardais mes passagers, alors leur mine. Et puis je leur disais, vous voyez ici, vous êtes au-dessus du terrain du Bourget. Ce que vous voyez là-bas plus loin, eh bien c'est Gonesse. Et puis on aperçoit la tour Eiffel, parce qu'on était assez haut. Il fallait tout leur expliquer, puis alors arriver surtout à vaincre leur peur. Ça, c'était quelque chose d'épouvantable. Leur donner vraiment une confiance absolue à l'aviation. Mais vous n'avez pas peur, vous? Mais non, je n'avais pas peur. Il fallait bien. Dites, hein. Pourquoi il y a dû avoir des coups non? Ah, il y avait des coups que je sentais bien qui n'étaient pas trop... Mais enfin, c'était comme ça. C'était le métier. Racontez-moi. C'était le métier. Quelquefois, vous voyez, il y avait quelquefois certains pilotes. Avec certains pilotes, j'aimais bien ça m'était égal. Et puis certains avions aussi. Mais il y en avait d'autres, j'étais un petit peu hésitante, parce que je les savais douteux. Les pilotes, des fois, pas très, et puis les avions, hein, vous savez, les avions de la guerre de 14, j'aime mieux vous dire. Ou quand le Goliath aussi avait piqué du nez. Oh, le Goliath. Il a piqué du nez. Sur l'aéroport, il y avait 12 passagers dedans. C'était Bourget qui le conduisait. Alors, ils étaient tous les uns sur les autres. On a ouvert la porte, on les descendait sur notre dos. Et on l'a tous... Oh, ils avaient mal là. On les a emmenés au pavillon Paul Bert. Alors, il y en a qui disaient, j'ai ma robe déchirée. On vous offre, madame, on vous paierait une robe. Dites-moi tout ça, on ne regardait pas. Il fallait faire de la propagande, de la publicité. La compagnie ne regardait pas à payer. Et puis alors, on les a emmenés au pavillon pour les remonter un petit peu, mais c'était rien du tout. Après l'avion, c'était formidable. Il était très vexé, Mauger, du reste. Hein. Nous avons eu aussi quelque chose dont je me rappelle. Il y en a eu une fois un qui a perdu son hélice en l'air, sur Paris. Le pilote, il leur a dit, c'était Loriot, c'était un type extraordinaire. Il a lâché là, puis il est venu vers eux, il dit l'aviation, c'est merveilleux quand ça avait plus de bruit. Ces pilotes merveilleux, comme ici Boulard, le premier sur Paris-Bruxelles, ils finissent par entraîner tout le monde derrière eux. Et se créent les premières lignes, vers la Belgique, vers l'Angleterre. Un vol régulier sur Londres, c'était toute une affaire. Nous allons vous raconter un de ces vols. Ce jour-là, sur ce Farman Goliath, le pilote était Dieudonné Coste à ses débuts et le mécanicien Maurice Bellante, que voici. Nous sommes passés à la météo, bon, mauvais temps, on arrive à la douane, au départ, une passagère seulement, une journaliste suédoise. Et puis, 1100 kilos de colis. Alors, notre passagère, elle était installée comme elle avait pu au milieu des 1100, elle avait quand même son siège, mais enfin, elle était entourée de colis. Alors, nous décollons et nous mettons à peu près presque une heure pour arriver à Beauvais à 60 km du point de départ. Pris dans des rafales, n'avançant pas, et on arrivait sur Poix, et sur Poix, il y a une fuite d'huile, on regarde sur le côté comme ça, et on voit que l'huile commençait à lamper près d'un moteur. Alors le moment était vraiment mal choisi, on se pose à Poix, premier atterrissage. Bon. On resserre un bloc de pompe qui nous ennuyait, là. On repart. Et puis, nous arrivons comme ça, 40 km plus loin, à Ville, on continue, en se disant peut-être qu'en passant en Rasflotte, on arrivera peut-être de l'autre côté aujourd'hui. Mais on passe à Ville, on continue, et puis je voyais ma passagère qui regardait comme ça en bas. Elle trouvait probablement que la côte n'arrivait pas vite. Effectivement, à Paris, elle avait eu un dépliant de la compagnie qui lui donnait Paris-Londres en 2h30. Il y avait déjà plus de 2h30 qu'on était en l'air, et on était loin d'être à Londres. Bon, à Boulogne, on a été obligé de faire demi-tour. La mer blanche d'écume, on revient à Abbeville, alors l'avant-arrière à toute allure, on se pose, et il gelait, il faisait froid.
La nuit arrivait. Alors notre passagère est descendue. Nous l'avons confié à la femme du gardien qui l'a réchauffé. Pendant que Coste et moi, on faisait les vidanges d'eau, vidange d'huile, il fallait tout vidanger. Pour arriver à passer la nuit, il fallait refaire de l'essence aussi. Alors c'est ce que il était déjà tard quand le soir on a eu fini de faire tout ça. On a eu terminé avec nos vidanges et puis le plein d'essence. Mais de l'essence, il n'y en avait pas pour aller jusqu'à Londres. On a dit qu'à cela ne tienne, on prend ce qu'il y a et on en refera à Lille, de l'autre côté. Et donc, le matin, comme ça, de bonne heure, on a réveillé notre passagère, nous sommes repartis. Nous l'avons réinstallé au milieu de ces colis, nous sommes repartis. Ça, c'est le voyage type. Et puis, ma foi, on a réussi à traverser, mais de justesse. Il fallait faire de l'essence à Lille. Bon, on se pose, nous faisons notre essence, et à ce moment-là, on avait déjà un problème. On avait un moteur qui n'allait pas bien, sur lequel on avait supprimé un cylindre sur les 9. Alors on marquait avec 9 cylindres d'un côté, 8 sur l'autre. Et puis on décolle, dans la tempête de neige toujours. Et il n'y avait pas 10 minutes qu'on était en l'air, en rage-mode sur la campagne anglaise, là où, par-dessus tous ces petits prés. Le moteur sur lequel on comptait s'arrête pile, lui. Alors on n'a pas eu le choix. Droit devant, il y avait un petit pré qui se présentait pas trop mal. On a pensé qu'on allait pouvoir se poser dedans correctement, mais pas de chance. En arrivant, à mesure que nous approchions, nous apercevions qu'il y avait une barrière qui coupait le pré en deux. C'était cuit, on continue à se poser, mais c'est qu'à mesure qu'on approchait, on s'est aperçu que la barrière était énorme. On a vu après qu'elle était faite en traverse de chemin de fer. Alors, on a cisaillé les traverses, on est allé sur le nez un peu plus loin, et puis nous voilà là, Coste et moi, faisant le tour du propriétaire, voyant les deux hélices cassées, le nez du Goliath écrasé, et notre passagère qu'on avait réussi à sortir. Là. Et c'est à ce moment-là que... Alors là, il s'est passé quelque chose de tout à fait drôle, car les gens des lieux sont arrivés autour de nous, et on commençait, alors nous, avec Coste, on faisait le tour, on faisait l'inventaire des dégâts, de manière à pouvoir téléphoner à Londres ce qui s'était passé. Et notre passagère, elle avait réussi, on l'avait aidé à sortir. Elle s'était débrouillée un peu, elle avait retrouvé sa mallette. Et les policemen anglais arrivent, manifestent, ils prennent le manifeste, trouvent une passagère. Où est la passagère? Plus de passagère. Alors on se renseigne, ils se renseignent auprès des gens qui étaient là. Je dis, mais la passagère, mais elle est partie tout à l'heure. Elle a pris sa mallette, elle est partie, on ne l'a plus jamais revue. C'était son 4e atterrissage depuis Paris. Alors moi, avec Coste, on a toujours pensé, vous savez, depuis 24 heures qu'elle nous voit nous affairer autour de cette mécanique, elle en a eu assez. Elle a eu peur, elle se dit, ils sont bien capables de la remettre sur les roues et de m'aurait remarqué. On n'a plus vu de passagère. Bientôt arrive une nouvelle génération d'avions, plus sûrs, comme ce Lioré et Olivier 213 de 6 tonnes pour 12 passagers. Un confort surprenant pour l'époque. Dans les fauteuils de cuir, les dames avaient juste un pincement de cœur au moment du décollage. Mais tout de suite, rassurant, arrivait le steward avec ses premiers repas en plein vol. L'aviation commerciale était vraiment née. Tout était possible. Danser en plein ciel et boire, comme disait Cocteau, l'alcool des atmosphères. Et on atterrissait sur la piste en herbe de l'aérodrome de Croydon, près de Londres, après 3 heures de vol et pour 550 francs de l'époque, très cher. Mais les passagers affluent. De quelques dizaines en 1919, ils sont déjà plus de 5000 en 1922. Tout est à inventer. Les chariots à bagages, la douane, et dans les aérogares en planche, un vague service de police. Et un tableau d'affichage émouvant de simplicité. Les compagnies commencent à se multiplier. Ces affiches, conservées au musée Air France, en témoignent. Jean Brun lance les lignes Farman vers l'Europe du Nord. Albert Gaucher regroupe les lignes sur Paris-Londres dans Air Union. Albert Delin anime la franco-roumaine pour desservir l'Europe centrale. Après sa mort, il est remplacé par le grand Maurice Noguès. Avec un Blériot Spad pour 4 passagers, Noguès ouvre la ligne de Bucarest.
Avec le trimoteur Caudron, il prolonge la ligne vers Varsovie. Il est le premier transporteur européen à atterrir à Moscou, le 16 novembre 1924. Moscou, qui vient à peine de sortir de la guerre civile. Il veut maintenant aller encore plus loin, vers Saïgon. Ce sera Air Orient. Mais la compagnie la plus célèbre, à tort ou à raison, c'est la ligne Latécoère, la future aéropostale. Tout avait commencé ici, à Toulouse, le jour de Noël 1918. Rien n'était très différent. Il faisait soleil, sans doute, comme aujourd'hui, et le Capitole était rose, comme la ville. Toutes les conditions étaient réunies pour fonder une ligne aérienne. Une bonne météo, une situation géographique privilégiée, une usine d'aviation à côté. Son patron, l'industriel Pierre-Georges Latécoère, est lui aussi préoccupé par l'après-guerre. Latécoère avait donc l'idée de rejoindre pour la poste l'Europe à l'Amérique du Sud. Première étape, il s'agit d'arriver au Maroc. Avec quel avion? Le Breguet 14. Il y en a des milliers au surplus de guerre. C'est un bon avion, solide, mais se lancer sur de telles distances avec un seul moteur, n'est-ce pas trop risqué? Pour mettre en œuvre une pareille entreprise, Latécoère, le financier, choisit un ancien officier pilote de la guerre, Didier Dora. Il allait, d'une main de fer, mener les avions et les hommes. Les hommes, ils vivaient dans cet hôtel près du Capitole, comme Alexandre Bail et Jean Dufour. C'était un hôtel qui était tenu par 3 vieilles filles très gentilles et où la voiture avait l'habitude de venir chercher les pilotes ici le matin au lieu de faire plusieurs hôtels dans la ville. Et elles étaient très indulgentes pour le bruit qu'on faisait. Elle les voyait partir, ces jeunes pilotes de la ligne, toujours avec un serrement de cœur. Ils arrivaient au terrain, mêlés aux ouvriers, dans la grisaille froide du petit matin. À ce terrain de Montaudran, avec sa vieille manche à air. Que de souvenirs, que d'émotions pour les rares survivants de l'aéropostale. Il n'y a plus qu'eux, hélas. Et l'un des adjoints de Dora, M. Moine, évoque ses premiers pilotes de la ligne. Qui étaient-ils? D'anciens officiers de la guerre. Ils étaient habitués à braver les difficultés et à en sortir. M. Bail et M. Dufour étaient parmi les tout premiers. J'étais dans la chasse et j'étais démobilisé. J'y étais 2 mois avant l'armistice. Et j'ai fait la connaissance de Didier Dora qui m'a embauché. Un des premiers, je vous dis en 21, aux lignes Latécoère. Dans cette dernière interview de 1964, Dora nous donnait la clé de ses rapports avec les nouveaux pilotes. Lorsqu'un pilote arrivait à Montaudran, on le faisait passer à l'établi, dans l'atelier, où il travaillait au coude à coude avec les mécaniciens. Une dure école. Dora n'aime pas les acrobates. Un stage dans le cambouis fera du bien à ses têtes brûlées. Dora veut former des équipages. Une méthode qu'apprécient les mécaniciens, comme M. Cassagne. À l'époque, il n'y avait pas de différence entre le pilote et le mécanicien. C'était un véritable esprit d'équipe que Dora avait su créer. Au même titre que la mystique de la ligne. Ça existait, la mystique du courrier. Voilà, c'était le grand mot. La clé de tout ce que faisait Dora. Son idée maîtresse, la mystique du courrier. C'est au nom de cette mystique que 100 hommes sont morts. Il faut y aller, il faut passer, en prenant des risques inouïs. Pour qui, pourquoi? Pour le courrier. Alexandre Bail a bien failli y rester, lui aussi. Je logeais les côtes espagnoles très bas parce que le temps était très mauvais. J'ai eu une rupture d'embiellage et le feu. Je me suis posé en mer. J'ai essayé de nager, j'avais une combinaison fourrée qui me permettait de flotter, mais qui ne me permettait pas d'avancer. Lorsque j'ai vu un bateau de pêche espagnol se dirigeant vers moi, j'ai attendu, et puis, quelques jours après, je suis rentré à Toulouse, j'ai trouvé M. Dora qui m'a dit « Vous avez été obligé d'atterrir ». J'ai dit « Non, j'ai améri, monsieur le directeur ». Il me dit « Pourquoi ?» J'ai dit « J'ai eu une panne ». Effectivement, comme on a pu retrouver
des vestiges de l'avion, on a vu qu'il y avait une partie du carter qui était défoncée par la bielle qui avait cassé. Et si je n'avais pas eu d'autres preuves, j'aurais peut-être passé pour un farceur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il renvoyait les pilotes? Il y en a eu beaucoup, oui. Ceux qui n'étaient pas sérieux et qui n'avaient pas pris la mystique du courrier, comme nous disions à l'époque, au sérieux, ne restaient pas longtemps. Je pense avoir mérité la renommée de dureté qui s'attache à ma personne. Je ne crois pas. J'ai fait souvent, à l'époque, je n'ai pas attendu d'être dans l'âge mûr pour y réfléchir. J'ai fait souvent l'examen de conscience et j'ai l'impression d'avoir été sérieux, tout simplement. Et il a réussi. Pour l'histoire, il a créé une légende, celle de la ligne, celle du courrier. Une légende et un exemple ineffaçable. Un jour se joindront à lui des personnages extraordinaires, Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry. Mais c'est une autre histoire dont nous reparlerons. En 1925, la ligne avance encore péniblement à travers les sables, au péril des dissidences, du vent et de la mer, pendant que partout en Europe se créent d'autres compagnies. La KLM, elle veut arriver à Batavia, aux Indes néerlandaises. Les Belges, eux, ils créent les LARA, les lignes aériennes du roi Albert. Et ils arrivent ici, au cœur de l'Afrique. Sur ces routes du ciel, la vieille Europe a trouvé un nouveau souffle colonial. Les Imperial Airways britanniques lancent leurs énormes Argosy et Handley Page qui emportent jusqu'à 20 passagers vers l'Inde, vers Singapour, vers l'Australie. Pour les dirigeants soviétiques aussi, l'aviation, c'est l'avenir. Ils organisent très vite une compagnie aérienne, la Dobrolet, qui exploite d'abord des avions fournis par les Allemands, des Junkers F-13, le premier avion de ligne vraiment moderne, entièrement métallique, à la tôle ondulée caractéristique. Ce sera le premier grand effort des Soviétiques, conquérir leur espace, aller toujours plus loin. En 1925, ils organisent un grand raid Moscou-Pékin, défrichage de lignes en même temps que vaste tournée de propagande, à bord de l'avion baptisé Comité révolutionnaire de Sibérie. Et leurs peuples de l'Est et les Mongols font connaissance avec l'avion et avec les Soviets. Les pilotes, Schmidt, Gromov et Tomaszewski, ont parcouru 12 000 km, un exploit. Quand ils arrivent en Chine, fin 1925, ils ont montré que l'Union soviétique n'était pas absente de cette compétition qui passionne le monde, les grands raids. Les grands raids, une aventure fantastique, l'épopée du XXe siècle. Il faut les imaginer dans leur cabine découverte, volant sur des étapes de 20, 30 heures de vol, comme les frères Smith qui vont d'Angleterre en Australie. Comme les Portugais, Cabral et Coutinho, qui traversent les premiers l'Atlantique Sud. Comme les Italiens, Ferrari et Massiero, qui vont les premiers d'Europe au Japon. Un autre Italien, Pinedo, vole de Rome à Tokyo par l'Australie. Et deux Français, le populaire Pelletier d'Oisy dit Pivolo et son mécanicien Bezin, réussissent Paris-Tokyo. Avec un avion qui marque son époque, le Breguet 19. Un très bon avion qu'utilisent aussi les deux aviateurs japonais Abe et Kawashi, qui arrivent à Paris après avoir les premiers reconnu le tracé direct Paris-Tokyo. Ça servira un jour. On n'en finirait plus de tous les citer. Ceux qui ont défriché les lignes d'Afrique, comme le Belge Thieffry ou Dagneau. Ceux qui ont tenté et réussi le tour du monde, comme les Douglas américains. Et ceux qui sont partis vers le pôle, comme Amundsen, Floyd Bennett ou l'amiral Byrd. 1920-1926, que d'exploits. Mais pourquoi? Pour l'argent, sans doute. Pour le prestige national, certainement. Et les aviateurs sont souvent des militaires. Ils retrouvent la gloire dans le ciel. Mais c'est aussi une nouvelle forme d'exploration, de conquête et de dépassement de soi-même. Voilà ce qu'avait apporté l'aviation en ce temps-là.
rien n'arrête les hommes dans leur course éperdue vers le progrès. Dans sa fusée, l'Américain Rodman part en 1920 à la conquête de l'espace. Un dernier baiser, un dernier adieu, et juché comme un satellite au-dessus de son baril de poudre, il s'apprête à entrer dans l'histoire. Les années folles sont vraiment folles en aviation. On invente n'importe quoi. Toujours en Amérique, voici le Flying Butcher, le boucher volant. Avec ses économies, il s'est construit une bicyclette à réaction. C'est simple, il suffit de courir derrière, la boîte d'allumettes à la main, et d'enflammer au bon moment la fusée. Et ce génial inventeur new-yorkais, persuadé qu'au bout de sa rampe, il va s'envoler vers la gloire. Et celui-là, qui veut révolutionner le vol vertical. Enfin, la plus énorme des folies, et géniale celle-là, le Capronissime. La gigantesque réalisation de l'ingénieur Caproni, 1921. Un hydravion de 26 tonnes, 10 mètres de haut, 30 mètres d'envergure, 3 fuselages, 8 moteurs et 9 ailes. Ce que fut le destin de cette machine incroyable, la fille et le fils du célèbre constructeur italien nous le racontent. Ah, mais vous savez, quand on parle du Capronissime, il avait commencé à penser un avion pour 500 personnes en 1915. Il a fait un tas de dessins, etc. En 1920, finalement, il a fait cet avion Capronissime avec 100 personnes. Alors, ils étaient très simplement assis comme en tram, oui, puisque c'était pour lui très simple, aller en vol, comme on prend le tram, comme ça on allait en vol, enfin. Le 4 mars 1921, sur le lac Majeur, ont lieu les essais de la machine avec laquelle Caproni veut traverser l'Atlantique. Il est arrivé qu'au second vol, on avait mis tous des petits sacs de terre et on les avait pas liés. Alors quand l'avion est monté, mon père qui arrivait très rapidement de Milan, il n'était pas là. Il y avait des grèves, c'était un moment terrible pour l'Italie au 21. Et l'avion a pris le décolle et tous les sacs de sable sont allés dans la queue. Et comme ça, à 30 mètres, il est plongé dans le lac. Et l'avion a été presque complètement détruit. Et alors le premier essai a été un insuccès du point de vue pratique, mais sans doute un très grand succès du point de vue technique, parce que mon père a montré qu'on pouvait voler avec un avion avec le poids équivalent à 100 passagers. Mais toutes ces années 20 sont marquées par un rêve, le vol direct à travers l'Atlantique, de New York à Paris, la dernière grande aventure. En 1926, le Français René Fonck tente sa chance le premier, avec son radio, clavier, un mécanicien, Islamov, et un copilote, Curtin. Fonck a décidé de partir le 21 septembre de New York, sur ce trimoteur Sikorsky de 1200 chevaux. Fonck, l'as des as de la chasse française pendant la guerre, 75 victoires, un pilote infaillible. 6 heures du matin. Fonck a du mal à décoller. L'avion est trop chargé, 9000 litres d'essence. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au bout de la piste, Fonck tire désespérément sur le manche. Et voici l'horrible. De ce brasier, on ressort Fonck et son copilote indemnes, miraculeusement. Mais ses compagnons ont péri, carbonisés. Un autre as français, Charles Ningesser, et son navigateur François Colly se préparent 6 mois plus tard à tenter la traversée. Un nouvel épisode de cette lutte qui passionne le monde. Quand l'oiseau blanc va-t-il partir ?
Curieux et journalistes se pressent au Bourget. Parmi eux, un caméraman d'actualité, René Bru. Il est revenu au bord de cette piste du Bourget. Il y avait des jours et des jours que l'on venait. Alors on nous disait, oh ben c'est pas pour ce soir. Parce qu'on passait la nuit. Parce que ça devait être au matin les départs. Et c'était toujours remis. Et tout le temps comme ça. Et on a appris que Ningesser et Colly étaient au bout du rouleau, financièrement. Fallait qu'ils partent. Et ils décident de partir, au matin du 8 mai 1927. Une aube froide, une lumière inquiétante. Ningesser a fait peindre une tête de mort sur son fuselage. C'était son insigne pendant la guerre. Mais là, c'est une note qui s'ajoute à l'impression d'angoisse qu'éprouvent tous les spectateurs au moment de l'envol. L'avion, un levasseur prototype, est lui aussi très lourdement chargé. Plus de 4000 litres d'essence. Le drame de Fonck est dans toutes les mémoires. Réussira-t-il à décoller, l'oiseau blanc? Il est 5h21. Ningesser a décollé. Maintenant, il va avoir à affronter, avec son moteur Lorraine de 450 chevaux seulement, les redoutables vents dominants, presque toujours contraires, qui rendent la traversée dans le sens Paris-New York bien plus difficile que dans l'autre sens. Et ils partent sur la route qui se sont tracées, c'est-à-dire pratiquement toujours l'arc de Grand Cercle, pour arriver Terre-Neuve et New York. À Paris, c'est l'attente. Devant le siège des journaux du matin, la foule des grandes occasions s'est rassemblée peu à peu. La première dépêche est tombée à 6h04. Ils viennent de passer au-dessus d'Étretat à 200 mètres d'altitude. Ensuite, c'est le silence, pendant 24 heures. On attend. Les gens de Paris attendent. On attend les nouvelles, on attend les journaux. Les journaux, les voilà. Et voilà les journaux de l'époque. Ils ont réussi. Malgré le luxe des détails et même les photos, la nouvelle est fausse. C'est sans doute l'un des plus noirs fiascos journalistiques de toute l'histoire. L'oiseau blanc, Ningesser, Colly, non, ils ne sont pas arrivés à New York. Ils n'y sont jamais arrivés. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas de radio, donc ils ne peuvent pas se signaler. Ils ont des moyens de navigation très justes. On a raconté des tas d'histoires, il y a des tas de légendes, on a trouvé des bouteilles à la mer, on a ramené des morceaux d'avion. Tout ça, c'est absolument faux. Alors, où? Dans la tempête vers Terre-Neuve? Peut-être. Dans la Manche? C'est très possible. Donc, pratiquement, on ne sait pas. Rien n'arrête cette course folle. Mort après mort, catastrophe après catastrophe. 10 jours après la tragédie de l'oiseau blanc, un petit avion avance péniblement au-dessus de l'Atlantique. Comble de folie, le pilote est seul à bord. Ce pilote s'appelle Charles Lindbergh. Il a 25 ans. C'est un ancien officier de l'armée de l'air américaine. Lui aussi a été acrobate, puis pilote postal, avec une régularité qui lui a valu toutes les félicitations. Un bon pilote, vraiment, mais qui rêve à la gloire. Traverser l'Atlantique, de New York à Paris. Après bien des échecs, il parvient à rassembler les 15 000 $ nécessaires au financement de l'opération. Il doit y penser alors qu'il peine dans le vent, sur la mer, à ces banquiers de Saint-Louis qui ont avancé l'argent pour faire une bonne publicité à leur ville. C'est pour cela que l'avion porte ce nom, Spirit of Saint-Louis, l'esprit de Saint-Louis. Il a coûté 10 000 $ l'avion, 4 000 pour ce moteur Wright de 237 chevaux, 6 000 pour la cellule en bois et en tube d'acier recouvert de toile, oui, de toile. Le tout pèse 2 tonnes. Une petite machine, 8 mètres de long, 14 mètres d'envergure, construite par la société Ryan, San Diego, Californie. John Van der Linde était le patron des mécanos chez Ryan. Le Spirit of Saint-Louis, c'est son plus beau souvenir. Il y a 50 ans, John Van der Linde a ainsi présenté l'avion à Lindbergh. Il a ouvert la porte de toile si fragile, il a montré le tableau de bord rudimentaire et les robinets d'essence destinés à passer d'un réservoir à l'autre. Il y a trop d'instruments, a dit Lindbergh, enlevez-en, ça fera du poids en moins. Pas de jauge d'essence, ça ne marche jamais. Je préfère regarder ma montre, calculer moi-même ma consommation d'essence. Lindbergh a surveillé tout le travail, fait disposer les commandes à son idée.
Et surtout, il a insisté pour que son siège, en osier, soit le plus inconfortable possible. Comme ça, pas de risque de s'endormir. Ce qu'il y a de plus invraisemblable dans cet avion, c'est l'absence totale de visibilité vers l'avant. Alors Van der Linde a bricolé un périscope qui donne une vague idée de ce qui se passe devant le moteur. C'est tout ce qu'on voit, vraiment pas grand-chose. Alors voici comment se passe l'atterrissage. Un coup de manche à droite pour incliner l'avion, voir un peu, et hop, on continue. Tant mieux s'il n'y a rien de vent. Arrivé à New York le 12 mai, l'avion est maintenant prêt pour la traversée. 3 mois à peine se sont écoulés depuis le premier accord des financiers avec Lindbergh. Il nous a fallu 60 jours pour construire cet avion, en travaillant jour et nuit. On était inquiets avec tous ces types qui se préparaient en même temps que nous pour l'Atlantique. Il faut dire qu'un prix de 25 000 $ est à gagner. 2 hommes attendent, eux aussi, une bonne météo sur le même terrain. Clarence Chamberlain, un pilote très connu, et surtout Richard Byrd, auréolé de sa gloire du pôle. Bien malgré lui, Lindbergh reçoit aussi la visite de sa mère. Elle ne cache pas son angoisse. Et voilà que Lindbergh décide de ne pas attendre la météo. À l'aube du 20 mai, il fait remplir ses réservoirs. 2,5 tonnes d'essence, plus que le poids de l'avion lui-même. Lindbergh a tout sacrifié à cette essence. Pour cela, il a tenu à voler seul. On l'appelle désormais le fou volant. Pas de parachute non plus. Quelques sandwichs, un peu d'eau. Non, tout ça n'est vraiment pas prudent. 7h54, voici le moment. Lindbergh n'a pas dormi de la nuit. Lui aussi, il pense à tous ceux qui se sont écrasés au décollage, avec leurs machines tellement surchargées d'essence. Quand il a décollé, qu'il a réussi à passer les arbres en bout de piste, on a poussé un grand soupir de soulagement. Et on a tous été faire la fête à Broadway. Vous aviez peur pour la suite? Nous n'avions pas l'ombre d'une inquiétude. John Van der Linde avait confiance. Il avait bien fait son boulot. Et le moteur Wright, merveilleusement réglé, tourne à la perfection. Au départ, tout se passe bien. Il a d'abord des points de repère et finalement, il ne quittera la Terre qu'à Terre-Neuve. Avec l'océan, les choses sérieuses commencent. En avant, c'est tout droit. La ligne qui s'était tracée, c'était la ligne la plus directe possible. Le grand arc de cercle. Arrivé à peu près au point de non-retour, c'est-à-dire au moment où il faut choisir où on fait demi-tour ou on continue, tout s'était bien passé et arrivé à ce moment-là, la pluie, après Terre-Neuve, de la neige fondue, du grésil, un mauvais temps terrible, des tempêtes de neige, un plafond qui commence à 15 mètres et qui va jusqu'à 3000 mètres. Alors il va essayer de passer au-dessus, il va essayer de passer en dessous et finalement, aux instruments, il passe à travers. Cela fait plus de 20 heures qu'il est dans cette boîte. Les yeux hypnotisés par les instruments, dans le vacarme du moteur. Sans arrêt, il se penche vers ses manettes d'essence. Ne pas oublier de passer d'un réservoir sur l'autre. Ne pas se laisser aller au sommeil. Quelle souffrance. Et l'incertitude qui le ronge, de savoir si son compas fonctionne bien, s'il tient le bon cap. Et ça continue. À tout moment, dit-il, je m'endors, les yeux ouverts, en ayant conscience, mais sans pouvoir m'en empêcher. Il a bien failli aller droit dans la mer. Quand il se ressaisit, il est à 1,50 m des vagues, en pleine tempête. Il tire sur le manche et s'en sort. C'est là vraiment qu'il a gagné. Il respire et regarde autour de lui. Là, il voit un petit bateau de pêche. Alors il descend, il tourne autour et il dit « L'Irlande !» Les gens ne lui répondent pas, ils n'ont pas entendu, ils croient une plaisanterie, ils ne savent pas, on ne lui répond pas. Il reprend son cap et il arrive à son point de repère, il arrive à l'Irlande.
30 heures qu'ils luttent. 30 heures. Il faut tenir. Un dernier effort et ce seront les côtes de France. Le Bourget, samedi 21 mai 1927. On n'ose pas encore y croire. La radio diffuse les dépêches. Il a passé l'Irlande. Il est au-dessus de l'Angleterre. C'est incroyable. La foule commence à s'amasser dans la petite aérogare. Des badauds du samedi, puis arrivent les journalistes et les caméramens d'actualité, comme René Bru. Le jour commençait à baisser. Alors, tous les opérateurs présents, et tout ça, on s'est tous concertés, on a dit qu'est-ce qu'on fait. On commande un groupe électrogène. C'était une innovation à l'époque. On a pu obtenir l'autorisation de mettre des projecteurs et on a attendu. Les projecteurs sont allumés, le décor célèbre est désormais planté. La foule est énorme, 100 000 personnes. Et le temps passe. On commence à s'interroger. Et si c'était encore une fausse nouvelle? Dans la foule, tous les passionnés d'aviation, parmi lesquels Jean-Claude Daetz. Il va jouer un grand rôle dans notre histoire. Mais à ce moment précis, il commence à en avoir assez. 10 heures et toujours rien. Comme tous ces Parisiens, le jeune monsieur Daetz s'impatiente. On se baladait là, mais on avait perdu une soirée. Une soirée où justement il y avait la première de Ben-Hur au cinéma de la Madeleine. Bref, un samedi de foutu. Soudain, 22h10, l'heure qu'il est justement en ce moment, dans la pénombre de maintenant d'ailleurs, un léger ronflement au-dessus de nous, un avion qui s'en va vers le sud. Immédiatement, je saute la barrière et je cavale dans le noir, dans l'ombre, vers cet avion qui se pose au loin. Queue et béquille ensemble, roue et béquille ensemble comme un habitué, mais qui néanmoins ne connaît pas bien son terrain. Et à ce moment, enfin, les phares se sont mis à balayer le terrain. Et qu'est-ce que j'ai vu à 30-40 mètres? Spirit of Saint-Louis. J'en ai, monsieur, quand je vous raconte ça, les poils des bras qui se redressent encore, 50 ans après. Fou de joie, j'ai sauté, j'ai couru après lui, roulé lentement, j'ai attrapé le haut-banc gauche, je me suis trouvé le long de la carlingue, une glace coulissante, j'ai tiré cette glace. Et moi, du vieux monde, j'ai été le premier homme à respirer son huile chaude, dans le noir, à avoir un profil, des instruments lumineux, et à lui prendre la main, et lui hurler, you is arrived, you are the first man in the world, you is at the Bourget, tout ce que je pouvais, je le hurlais, et je lui ai pris la main, que je lui ai embrassé. Il a dû se dire, je suis tombé chez les fous. Et aussi, très important, je lui ai vu la chaleur intense, je lui ai décroché son bonnet, défait son bonnet fourré, j'ai encore sous le doigt les deux pressions des deux trucs et je lui ai pris son bonnet, il ne voulait pas. Nous nous sommes battus, si j'ose dire. Et moi, j'ai tiré plus fort, j'ai mis le bonnet sous mon bras et j'ai dit voilà un souvenir digne du chapeau de Napoléon. Il est exactement 22h20 et Lindbergh vient d'atterrir après 33h30 de vol. La foule a débordé le barrage des gendarmes, des policiers, de la troupe. Rien ne peut plus l'arrêter. Lindbergh, terrifié, voit ces milliers de gens qui se précipitent sur son avion, commence à arracher la toile du revêtement, des morceaux de moteur. On lui vole son carnet de bord. Il n'a d'ailleurs jamais été retrouvé, ce carnet si précieux. Deux aviateurs français, Détroyat et Delage, arrivent in extremis à sortir Lindbergh de son avion, à l'arracher à la foule complètement déchaînée et à l'amener à l'écart. Alors quelqu'un désigne un journaliste américain et crie « C'est lui, c'est Lindbergh !» Le malheureux est aussitôt hissé sur les épaules, emporté sur la vague vers l'aérogare. L'ambassadeur des États-Unis est là, qui attend, effrayé. Il voit surgir devant lui un personnage qui hurle « Je ne suis pas Lindbergh !» C'est incompréhensible. Qui a atterri? Est-ce encore une fausse joie? Personne ne comprend. Alors Jean-Claude Daetz intervient. Mais moi, j'avais la preuve. Alors j'ai été vers l'ambassadeur, je lui ai donné le bonnet fourré encore chaud, qui avait Boston à l'intérieur. Et je lui ai dit, your son is arrived, votre fils est arrivé, il est là, il est là. Et j'ai pris le bonnet, la fenêtre était ouverte, c'était au mois de mai, il faisait beau, premier étage du Bourget. Et à la fenêtre, avec mon paletot de cuir tout dépeigné, j'ai fait voir le bonnet. Alors j'ai reçu dans l'estomac, je répéterai toujours, une ovation, je peux être président de tous les États-Unis, d'Amérique ou d'Europe centrale, on en s'est préparé. Et des copains dans la foule ont dû se dire, mais qu'est-ce que Daetz peut faire là? J'ai compris un peu cette méprise et que les applaudissements n'étaient pas pour moi.
Les gens continuaient à hurler et il y a eu un coup de téléphone. On a pris le téléphone sur la table et c'est le capitaine West qui téléphonait du Bourget d'un endroit perdu, disant « Lindbergh est là, il se repose, on ne vous dit pas où il est, ce serait trop dangereux. » Toc. On a cherché à voir Lindbergh, on n'a pas retrouvé Lindbergh. Moi, je l'ai retrouvé le lendemain chez le président de la République, à l'Élysée, où il était avec Gaston Doumergue et l'ambassadeur des États-Unis. Lindbergh se réveille l'homme le plus célèbre du monde. À l'Élysée, ce grand garçon américain commence une nouvelle vie, vraiment. Il dit « Si j'avais débarqué sur une autre planète, tout cela n'aurait pas été plus étrange. » Les télégrammes arrivent par centaines de toute l'Europe. La réception de la ville de Paris à l'hôtel de ville est inoubliable. Et le lendemain, ce sera Bruxelles, puis Londres, puis New York, bien sûr. Jamais, sans doute, dans l'histoire des hommes et de l'aviation, un exploit n'aura suscité autant de ferveur populaire. C'était l'Atlantique. C'était une date pour l'humanité.